Un millionnaire revient après de nombreuses années dans la maison en bois usé de la famille Reed, et entend une phrase murmurée qui le frappe comme le tonnerre, « Papa, j'ai faim ». Les derniers rayons du soleil couchant se glissent derrière les collines lointaines. La neige tombe doucement sur la vitre embuée. À l'intérieur, une lampe à huile vacille, comme si elle craignait le froid qui s'infiltre par chaque interstice du plancher. Evelyne pose une marmite de maïs bouilli sur la table en bois brut. Une légère odeur de maïs et de bouillon d'os persiste, mais elle ne parvient pas à masquer le froid, la faim tenace ni la fatigue qui s'installe dans chaque recoin de la cuisine. Encore une cuillère, Emma, murmure Evelyne en levant une petite cuillère vers sa fille. Emma, 3 ans, secoue faiblement la tête, la joue appuyée contre l'épaule de sa mère. Ses lèvres sont pâles. Une toux persistante la tient éveillée depuis 2 nuits. Caleb, 7 ans, est assis tranquillement, mangeant son porridge, le regard éteint et le visage émacié. Le claquement sec des talons résonne dans le couloir, et Loretta, la mère de Jacob et belle-mère d'Evelyne, entre à grands pas. Ses cheveux argentés sont tirés en un chignon serré et impitoyable. Serrée dans sa main, une Bible lui semble plus un instrument de jugement qu'une source de réconfort. « Où est Caleb cet après-midi » demande-t-elle sèchement, sans prendre la peine de jeter un œil au pot de porridge. « Il n'a pas mangé depuis le déjeuner » répond Evelyne d'un ton neutre. « Je l'ai gardé à la maison pour s'occuper d'Emma. » Loretta fait la moue. « Ton enfant, toujours une excuse. Tu crois que c'est une garderie caritative? Tu n'as pas honte? On dit que les rides élèvent des vauriens. » Le cœur d'Evelyne bat fort, mais elle reste calme. « Ce sont tes petits-enfants. C'est comme ça que tu parles de ton propre sang? » Loretta s'approche et pointe un doigt sur le front d'Evelyne. Le sang d'une fille arriérée qui n'a jamais terminé le lycée. T'épouser a été la première erreur de Jacob. Mais je n'ai rien dit, il avait besoin d'être heureux. Regarde cette cuisine, 2 enfants en haillons, une femme épuisée, du porridge liquide et des vêtements humides qui ne sèchent pas. Les mains d'Evelyne se crispent, tremblantes de froid. J'ai préparé chaque repas, chaque heure, mais je ne peux pas y arriver seule. Alors vas-y, dit Loretta, chaque mot posé et froid. Prends ce qui t'appartient. Et si tu as un peu de respect pour toi-même, ne laisse pas Jacob te voir comme ça. Evelyne reste figée. Caleb serre la main d'Emma plus fort, les yeux écarquillés et effrayés. J'attendrai que Jacob rentre, dit Evelyne d'une voix faible. On va tout expliquer. Loretta se penche, la voix rauque. Si tu es toujours là demain matin, je dirai à Jacob que tu m'as poussé, que tu as été irrespectueuse et que tu t'es enfuie avec quelqu'un d'autre. La menace plane, vive et impitoyable. Evelyne comprend qu'elle ne pourra pas s'expliquer. La situation ne fera qu'empirer si elle reste. Elle se retire dans la chambre et rassemble discrètement quelques vêtements de rechange, une vieille écharpe et la petite bourse d'argent qu'elle avait cachée. Caleb se blottit au bord du lit, Emma a encore de la fièvre. Evelyne griffonne un mot sur un bout de papier. Jacob, je pars parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais voulu partir. Nos enfants ont besoin de toi. Crois-moi. Elle place la lettre dans le tiroir du placard du salon où Jacob cherche ses cigarettes. Avant qu'elle puisse s'éclipser, Loretta apparaît, ouvre le tiroir et glisse le mot dans la poche de son manteau. Sans un mot, elle ferme la porte d'entrée. Le vent froid de la nuit les fouette tandis qu'Evelyne porte Emma dans ses bras et entraîne Caleb sur les 3 sentiers qui mènent à la ville. Elle ignore où ils trouveront refuge, seulement qu'ils ne pourront pas revenir. Evelyne serre Emma fort dans ses bras, la serrant contre elle sous son fin manteau. Caleb avance péniblement à leur côté, sa chaussure déchirée laissant le vent lui mordre les orteils. À l'aube, il tombe sur une station-service abandonnée. À l'intérieur de la devanture fracassée, Evelyne enveloppe ses enfants d'une couverture et s'appuie contre le mur de béton fissuré. La pluie commence à s'infiltrer par les trous du toit, et l'odeur de vieille essence et de papier humide emplit l'air. Le lendemain matin, un jeune policier d'une supérette voisine les trouve. Il ne les gronde pas, vous devriez trouver un endroit plus sûr, leur conseille-t-il. Reconnaissante, Evelyne et ses enfants suivent son conseil et se rendent chez Judith, une ancienne amie de lycée. Bien que la maison de Judith soit surpeuplée aux 3 enfants et un mari au chômage où elle les accueille. Pendant quelques jours, ils partagent des repas chauds et se serrent dans les petits lits. Ce soir-là, Evelyne prépare un porridge de riz nature avec des légumes verts bouillis. Emma dort profondément pour la première fois depuis des nuits. Caleb sourit faiblement en écoutant une vieille chanson country à la radio. Evelyne lave leurs vêtements à la main, puis écrit une 2e lettre. Jacob,
les enfants et moi sommes chez un ami. Ça ne sera pas long. J'ai juste besoin de savoir que tu lis ceci. » Tôt le lendemain matin, elle dépose la lettre dans la boîte aux lettres. Emma somnole sur son épaule, Caleb se tient derrière, un garde silencieux. Une semaine passe, puis deux. Toujours pas de réponse. Le mari de Judith est de plus en plus frustré. 3 bouches de plus à nourrir, quel est ton plan, demande-t-il. Evelyne l'entend la nuit, avant l'aube, fait ses bagages. Personne ne la voit partir cette fois. Désespérée de trouver du travail, elle trouve un emploi de baby-sitter à temps partiel dans une boutique de couture. Lorsqu'Emma doit l'accompagner, le propriétaire lui lance sèchement « C'est un lieu de travail, pas une garderie ». Evelyne ne proteste pas, le dernier mot du propriétaire est « Alors, vous n'avez pas de travail ». Une fois de plus, elle continue seule. Par un autre après-midi froid, Evelyne nettoie le marché en échange d'un sac de pommes de terre et d'un morceau de pain. Caleb porte le sac sans se plaindre, Emma, serrant contre elle une poupée en lambeaux, renifle sous son foulard. Cette nuit pluvieuse, Evelyne écrit une 3e lettre, l'encre maculant le papier trempé. « Dites-moi juste que vous l'avez lu. Je ne demande rien de plus. Je ne veux pas que nos enfants grandissent sans père. » Le matin revient. Evelyne se tient devant la boîte aux lettres, ses doigts engourdis tremblants tandis qu'elle y dépose la lettre. Emma somnole dans ses bras, les lèvres crispées par le sommeil. Caleb, les cheveux mouillés et emmêlés, se tient tout près, toujours aux aguets. Un après-midi. Alors qu'Evelyne était assise, voûtée, à l'extérieur de leur chambre de fortune, le toit en tôle au-dessus coulait régulièrement et le matelas en mousse où elle était trempée. Une vieille voisine s'approcha d'elle en traînant les pieds et s'installa à côté d'elle, déposant une boîte de biscuits abîmés. La petite a l'air si fragile, murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à Emma bercée dans les bras d'Evelyne, puis à Evelyne elle-même. On ne peut pas vivre comme ça éternellement. Evelyne ne dit rien. Rentre chez toi, insista doucement la femme. Au moins, là-bas, tu as un terrain pour planter ta tente, des champs à cultiver, un moyen de vivre dignement. Ici, personne n'a de place pour les autres. Pour la première fois depuis des semaines, le regard d'Evelyne se perdit au loin. Elle revit le village de sa grand-mère, les champs dorés derrière la vieille maison, le chemin de terre rougeâtre brûlé par la chaleur estivale, le chant des cigales dans l'air moite. C'était autrefois son dernier souvenir paisible. Peut-être la vieille femme avait-elle raison. Peut-être que les portes d'ici n'étaient jamais censées s'ouvrir pour elle. La lumière printanière filtrait à travers la vitre poussiéreuse et dépolie d'un vieux pick-up. Au volant, les yeux de Jacob Reed étaient cernés par les ombres des journées passées à traverser les frontières des États. Le chemin de terre familier qui menait à la maison était le même désert, silencieux qu'à son départ, près d'1 an plus tôt. Cette fois, il ne revenait pas seulement pour se reposer. Un contrat de bois d'œuvre au Nebraska l'avait engagé pour développer l'entreprise, et il était en passe de devenir l'un des plus grands fournisseurs du Midwest. Pourtant, dans son esprit, rien ne comptait plus que le souvenir de son ex-femme debout sur le porche, leurs 2 enfants surgissant en criant « Papa ». Il sourit à cette pensée, même si un malaise le serrait au ventre. Le camion s'arrêta devant la vieille maison en bois. La porte restait obstinément fermée au pas de rire d'enfant, pas de bruit de vaisselle dans la cuisine. Jacob gravit les marches grinçantes et frappa à la porte. Au bout de quelques secondes, elle s'ouvrit. Loretta, ses cheveux argentés soigneusement tirés en arrière, apparut dans le cadre. « Tu es de retour » dit-elle d'une voix aussi glaciale qu'un vent de fin de printemps. Il scruta la cour vide. « Où est Evelyne ?»« Elle est partie » répondit Loretta avec un rapide regard de côté. « Partie » répéta-t-il, figé. « Oui. J'ai fait mes bagages et j'ai disparu sans un mot. J'ai emmené les 2 enfants. » Sa poitrine se serra. Mais elle ne partirait pas sans rien dire. « Tu ne la connais pas aussi bien que moi » dit Loretta en versant le thé d'une main toujours aussi sûre. Elle est devenue de plus en plus insupportable, irrespectueuse. Elle a appris aux enfants à répondre à leur grand-mère. Je ne l'ai pas mise à la porte, mais je lui ai dit franchement, si cet endroit ne lui convenait pas, elle était libre de partir. Jacob s'affala sur le banc en bois, les yeux fixés sur ses mains tremblantes. Elle n'a même pas laissé de mots ? Loretta secoua la tête. Rien. Elle s'est envolée comme un fantôme. Le lendemain, Jacob commença ses recherches. Chez Judith, une vieille amie d'Evelyne, il fut accueilli par un hochement de tête prudent. Elle est passée une fois, dit Judith, mais elle est partie.
On ne sait pas où. Dans la petite boutique de vêtements, la propriétaire âgée se souvenait de la femme avec l'enfant. Toujours inquiète, disait-elle. J'avais peur que le bébé pleure. J'ai arrêté de lui poser des questions au bout d'un moment. À la vieille station-service, il s'enquit auprès du voisinage. On dit qu'elle s'est enfuie avec un amant, un plombier, murmura une vieille femme. Jacob fronça les sourcils. Qui vous a dit ça? Les gens parlent, dit la femme en haussant les épaules. Même ta mère a dit qu'elle n'était pas bonne. Il hocha poliment la tête et s'éloigna sans un mot. Ce soir-là, de retour à la vieille maison, Jacob était assis seul dans sa chambre. Sur la table se trouvait une vieille photo de famille, Evelyne souriante, Emma dans ses bras, Caleb serrant une voiture en bois contre lui, et Jacob, le bras autour de sa femme, la fierté dans les yeux. Il la fixa et murmura, « Si seulement tu me l'avais dit. » Dans la pièce voisine, Loretta ouvrit la vieille armoire en bois, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse d'enveloppes scellées, toutes adressées à Jacob Reed, ici même, et datées de mai, juin et juillet de l'année précédente. Ses mains tremblèrent un instant, puis elle verrouilla le compartiment et éteignit la lumière. Au cours du week-end, Jacob reçut un appel du Nebraska, une livraison retardée, un contrat en attente de signature. Il avait promis de revenir dès qu'il aurait réglé ses problèmes familiaux, et il le fit. En sortant, au carrefour, il s'arrêta. Une route menait à la campagne décrite par Evelyne, avec ses champs et son poêle à bois. L'autre menait à l'autoroute et à son camion qui l'attendait. Il prit une grande inspiration, appuya sur l'accélérateur et continua tout droit, sans se rendre compte qu'au bout de l'autre chemin, une femme l'attendait, écrivant encore des lettres qui ne lui parvenaient jamais. Pendant 6 mois, Evelyne avait posté une lettre par semaine depuis son grenier miteux à la périphérie de la ville. Chaque mercredi, elle regardait d'autres enveloppes tomber dans la boîte aux lettres, tandis que la sienne restait là. Elle berçait son bébé pour l'endormir les nuits froides, préparait du porridge de riz offert par l'église et arrachait discrètement des brides d'espoir. Quand l'hiver arriva et que la toux de Caleb ne s'arrêta pas, elle rangea leurs quelques vêtements dans un sac en toile, attacha fermement les mains d'Emma et de Caleb dans les siennes et acheta un billet aller simple pour retourner au village de sa grand-mère sans au revoir, sans explication. La petite maison en bois se dressait à l'abandon, au bord d'une roselière sauvage, vide depuis la disparition de sa grand-mère. Murs humides de mousse, fenêtres rongées par les termites, tuiles affaissées et pourtant, c'était le seul endroit encore au nom d'Evelyne. Personne d'autre n'en voulait. Le premier jour de son retour, Evelyne se tenait sur le porche, les manches retroussées, penchée pour puiser de l'eau au puits derrière le jardin. Emma était recroquevillée sur une natte effilochée, Caleb balayait les feuilles dans le jardin. Il n'y avait ni électricité, ni cuisinière à gaz, ni voisin, seulement le vent sifflait dans les roseaux et les nuits précoces qui tombaient comme une douce couverture. Même les sols les plus rudes ont leur place pour le patient. Evelyne travaillait au repiquage du riz dans une ferme à 3 kilomètres de là. Chaque matin, elle coiffait son chapeau conique et marchait péniblement le long du canal d'irrigation bordé de pierres, les pieds enfoncés dans la boue froide, le dos douloureux et les épaules brûlantes. Mais il y avait désormais plus de légumes verts sur la table, et au moins la bouillie de riz légère restait chaude. Elle désherbait les jardins en échange de riz ou de sel, vendait parfois des légumes au marché, même si la plupart du temps, cela ne rapportait que du papier à lettres et un timbre-poste. Emma entra en CP à l'école du village, les cheveux coupés au ciseau de cuisine, les vêtements rapiécés et rapiécés aux preuves que, même dans les endroits les plus difficiles, l'espoir peut prendre racine. Elle parlait rarement, se recroquevillant toujours lorsque ses camarades de classe éclataient de rire. Caleb n'allait pas à l'école. Il restait à la maison pour entretenir le feu, laver le linge et s'occuper de sa sœur, portant le poids de l'enfant sur ses bras maigres de 8 ans tandis qu'il apprenait à prendre la place de son père. Un soir de fin d'automne, une forte pluie se mit à tomber. L'eau s'infiltra par le toit et le vent hurla dans la cuisine. Evelyne tenait Emma, fiévreuse, dans ses bras, tous deux tremblants dans l'obscurité. Caleb tira une couverture sur les épaules de sa mère, mais ce ne fut pas suffisant. Puis on frappa à la porte. C'était Frank Dawson, le charpentier 3 maisons plus loin. Il était passé à vélo et avait remarqué la maison d'Evelyne plongée dans l'obscurité. « Viens avec nous », l'exhorta-t-il. « Ton toit est sur le point d'être emporté. » Evelyne hésita, mais le regard de Frank ne reflétait que sincérité. Il hissa Emma sur son dos, prit doucement Caleb par la main et les guida jusqu'à sa maison. Elle n'était pas grande, mais son toit en tôle était solide, le poêle à bois rougeoyait et 3 couvertures en coton sentaient légèrement les herbes séchées. Cette nuit-là,
Pour la première fois depuis des années, Evelyne s'endormit sans rêver de pas s'éloignant au loin ou de l'écho des cris d'un enfant dans le noir. Les jours suivants, Franck réparait discrètement le toit, sans demander ni salaire ni compliment. Il ne parlait pas beaucoup, il travaillait simplement avec un signe de tête poli et continuait son chemin. Evelyne lui en était reconnaissante. Une lueur de sécurité la réchauffait enfin après tant de jours de froid intense. Un après-midi de début d'hiver, après avoir mis le dîner sur la table, Evelyne était assise près de la fenêtre, une lettre non ouverte à la main. Elle l'avait écrite plus d'un mois auparavant, soigneusement, adressée à la vieille maison de Greenwood Lane à Wichita. Elle la contempla un long moment, puis ouvrit le poêle et déposa la lettre dans la flamme bleue. Non pas par colère, ni par désespoir, mais parce que, pour la première fois depuis des années, elle savait qu'elle n'attendait plus. Jacob avait autrefois été une part merveilleuse de sa vie, mais maintenant, cette petite maison au milieu des hautes herbes, le rire de Caleb rompant le silence, le regard innocent d'Emma, c'était cela qui lui semblait réel. Cette nuit-là, Evelyne murmura dans le noir, « Demain, j'apprendrai à Emma à broder un oreiller. Caleb doit s'entraîner aux maths. Et Franck a promis de réparer le courant d'air dans la porte. » Une femme n'avait pas besoin de plus, du moins pas à ce moment-là. Mais elle ne savait pas que cette paix n'était qu'un prélude à une autre tempête, une tempête féroce et agitée, venant de l'endroit même qu'elle pensait avoir déjà lâché prise. À la campagne, le mois de décembre s'éternisait sous une bruine incessante et un vent froid qui s'infiltrait par toutes les fissures du bois pourri. Dans la maison tordue au toit de tôle, Evelyne séchait les chaussures des enfants près des braises du poêle. La vie avec Franck avait commencé comme une fine traînée de fumée aux brumeuses mais apparemment chaleureuse. Evelyne était revenue au village de sa grand-mère avec pour seul vêtement et un cœur trop brisé pour en perdre davantage. Une femme avec 3 enfants, sans éducation, sans emploi stable, seules ses forces lui permettaient de les échanger contre du riz et des légumes. Elle n'osait pas demander grand-chose, juste un toit solide et quelqu'un qui ne ferait pas de mal à ses enfants. Franck arriva comme un sauveur opportun. Il répara le toit, offrit un abri en cas d'inondation et, certains soirs, s'asseyait avec Evelyne sur la véranda pour siroter un thé au gingembre. Il lui raconta l'histoire de sa femme qu'il avait quittée, comment il était seul depuis. Un homme aussi a besoin de quelqu'un, dit-il. Evelyne le crut, non par amour, mais par nécessité. Quand Franck suggéra qu'ils vivent ensemble, pour que les enfants aient un père, Evelyne acquiesça non pas par amour, mais parce que peut-être, juste peut-être, cet homme n'était pas si mauvais que ça. Les premiers mois, Franck se montra gentil. Il montra à Caleb comment sculpter le bois, emmena Emma au marché et rapporta de la viande salée ou des épis de maïs. Parfois, Evelyne s'autorisait à croire que son sort ne serait peut-être pas aussi cruel qu'elle l'avait imaginé. Mais cette paix fragile fut brisée lorsque Franck perdit son emploi à la scierie après une dispute avec un collègue. L'alcool commença à faire son apparition d'abord le week-end, puis tous les soirs, puis dès que Franck se sentait raté. Il frappait la table du poing et lançait des boules sans penser à personne en particulier. Un jour, alors que Caleb laissait tomber un balai, Franck le gifla. Evelyne se figea, ne pouvant que serrer son fils contre elle et regarder l'homme en qui elle avait eu confiance révéler la cruauté d'un inconnu. Ce soir-là, Franck rentra à la maison empestant l'alcool. La porte claqua si fort que le vent hurla, faisant hurler Lily. Evelyne était en train de mettre la table au juste des légumes verts bouillis et un demi-pain rassis lorsqu'Emma, pâle de faim, prit une miette. Caleb murmura, « J'en prendrai juste un peu. » Personne ne remarquera. Il coupa le pain en 2, mais Franck le vit. Son rugissement emplit la cuisine. Emma serra une miette en tremblant. « J'avais faim, » balbutia-t-elle. Franck fonça sur elle comme un animal blessé, les yeux injectés de sang et la laine empestant le whisky, la main levée. Evelyne s'avança devant sa fillette, la voix tremblante mais ferme, dit « Laisse-moi m'occuper de mon enfant. » Franck se figea, cracha par terre, marmonna, bande d'inutiles, puis tituba jusqu'à la chambre, claquant la porte comme pour sceller le peu d'amour qui lui restait. Evelyne s'affala au sol, serrant Emma contre elle. Caleb se tenait dans un coin, serrant toujours l'éplucheur de pommes dans un faible besoin de protection, même s'il ignorait comment. La maison au toit de tôle se tut, emprisonnant une peur sans nom dans ses ombres. À la lueur de la lampe, Evelyne caressait les cheveux d'Emma. Lily, blottie contre le mur, fixait la faible lueur. « J'aimerais pouvoir manger à satiété, comme chez grand-mère, » murmura Emma. Evelyne ne dit rien, fixant simplement le mur fissuré comme si elle cherchait une échappatoire qu'elle ne pouvait nommer. Elle ne savait plus où elle avait fait fausse route. Lorsqu'elle avait dit oui à Franck, tout lui avait semblé simple, un toit, un homme sur qui compter.
L'amour n'était pas nécessaire, juste quelqu'un qui ne ferait pas de mal à ses enfants. Mais le chemin de terre quittant la vieille ville s'étendait devant elle comme une corde poussiéreuse reliant le passé au présent. Pendant ce temps, au loin, Jacob Reed était assis dans une Cadillac noire, les mains agrippées au volant. Ce matin-là, il avait enterré le vieux prêtre qu'il vénérait autrefois. Les derniers mots du pasteur résonnaient encore dans son esprit. Certains disent qu'Evelyn est toujours en vie, élevant seule un enfant au pied de la colline au sud du vieux village, pauvre comme un roc, mais survivante. Le cœur de Jacob se serra. Près de 6 ans s'étaient écoulés depuis qu'il croyait qu'elle était partie sans un mot. Il se souvenait du rejet brutal de sa mère, Jacob, à quoi bon regarder en arrière? Mais maintenant, le moteur tournant au ralenti et la route se déroulant devant lui, Jacob savait qu'il était tout à fait judicieux de découvrir la vérité. Il avait fouillé 3 quartiers de la vieille ville, s'informant à l'église, à la station-service et même à l'herboristerie, mais personne n'avait jamais entendu parler d'Evelyn Carter. Sa mère affirmait qu'Evelyn était allée trop loin, avait enlevé l'enfant et avait disparu. Une femme comme elle ne valait pas la peine d'être poursuivie. Jacob se sentait épuisé. Il avait cessé de croire en l'amour et s'était noyé dans le travail. D'une petite menuiserie, il avait bâti la plus grande exploitation forestière du Nebraska, travaillant certaines années plus de 300 jours par jour, ne dormant que 4 heures par nuit. On surnommait Jacob Reed l'incarnation de la réussite personnelle, mais lui seul savait ce qu'il fuyait. Un après-midi, sa voiture s'arrêta au bout d'une route étroite qui s'étendait dans un terrain vague et couvert d'herbe haute. Jacob en sortit et se figea à la vue d'une maison délabrée devant lui, pas de clôture, pas de plaque, juste 4 murs de bois affaissés et un toit en tôle rouillée, déchiqueté et tordu. Sur le porche se tenait une femme tenant un petit enfant, le visage émacié, les cheveux emmêlés, et ses yeux ne portant aucune trace de la jeune fille qu'elle était autrefois, Evelyn. 2 autres enfants étaient assis dans la poussière à proximité, un garçon et une fille vêtus de vêtements sales et déchirés, les pieds nus couverts de boue. La fille leva les yeux vers lui, son regard innocent mais prudent. Personne ne bougeait, personne ne parlait, aucun chien n'aboyait, aucune brise ne soufflait, pas un seul bruit. Jacob recula d'un pas, incertain de rêver. Emma se leva. Elle ne courut pas et ne cria pas de joie comme dans les films, elle marcha simplement vers lui, chaque pas lent et mesuré, comme si on comptait les battements de cœur dans une pièce vide. Elle s'arrêta devant lui, leva les yeux et dit d'une petite voix rauque, affaiblie par la faim, « Papa, j'ai faim. » Le monde s'écroula en Jacob. Il tomba à genoux, le corps tremblant, et la prit dans ses bras, la serrant fort comme si la lâcher risquait de la faire disparaître. « Je suis désolé. Je ne savais pas, murmura-t-il, les mots coincés dans sa gorge. Derrière eux, Evelyn se tenait figée, les jambes lourdes comme la pierre. Une vague de soulagement, de choc, de honte, de désir et de douleur la submergea au puits de soulagement à nouveau, le tout se mêlant en une seule vague qui fit couler des larmes silencieuses sur ses joues. Elle lui avait écrit tant de fois, s'était assise à l'arrêt de bus chaque vendredi en espérant que quelqu'un lui donnerait des nouvelles, avait plié soigneusement les vêtements de leur enfant au cas où il les rappellerait, mais il n'y avait eu aucune réponse, pas un seul mot. Et maintenant, il était là, vraiment là. Elle détourna le visage, essaya de se retenir, mais se retourna et s'effondra, non pas par culpabilité ou par colère, mais simplement parce que cela faisait si longtemps que personne ne l'avait tenue dans ses bras. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par le seuil affaissé. Il ne dit rien, mais son regard figea Jacob. Ce n'était pas du ressentiment, c'était du vide, une douleur sourde née d'un espoir perdu. Jacob le voyait, et cela lui faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Doucement, Jacob déposa Emma et s'avança vers Evelyn. « Veux-tu me laisser entrer ?» Evelyn ne répondit pas, mais sa main agrippa sa manche. C'était suffisant. Quelques instants plus tard, Jacob se tenait sur le seuil, les yeux rivés sur chaque détail, la table en bois aux pieds cassés posée sur une brique, la cuisine froide, le feu éteint depuis l'après-midi, une mince casserole de porridge suspendue à un crochet, dont seuls des morceaux carbonisés s'accrochaient au fond. L'odeur d'humidité et de faim le frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas une maison, juste un abri pour survivre. Jacob serra les poings, puis se tourna vers Evelyn. « Reste ici. 10 minutes. » Sans attendre, il monta dans son camion et démarra. Moins d'un quart d'heure plus tard, il revint avec plusieurs gros sacs, du pain, du lait, de la charcuterie, des œufs, des légumes, du savon, et même une couverture toute neuve avec son étiquette. Il installa le réchaud et alluma un feu, tâtonnant d'abord. Après tout, cela faisait des années qu'il n'avait pas touché à une casserole mais il persista.
Caleb s'approcha de lui sans rien dire, juste un petit geste qui semblait murmurer « Je ne t'arrête plus, papa ». Evelyne regardait, sentant un morceau d'un vieux rêve revenir lentement, mais cette fois, il ne disparaîtrait pas lorsqu'elle ouvrirait les yeux. La nuit tombait comme un épais manteau sur le champ de roseaux humide et balayé par le vent. À l'intérieur de la maison délabrée, la seule lumière vacillait, celle d'une lampe à huile posée sur la table de la cuisine, la même table où Caleb avait été frappé la veille pour avoir mangé un morceau de pain sec. Jacob était assis sur une chaise aux pieds cassés, caressant doucement les cheveux emmêlés d'Emma qui somnolait sur ses genoux. Evelyne n'avait pas parlé depuis plus d'une heure, elle ne s'occupait que de Lily, endormie dans un petit panier garni de vêtements usés. Chaque mouvement était prudent, comme si le moindre bruit pouvait réveiller le démon qui hantait les lieux. Soudain, le crépitement lointain d'un moteur de moto traversa la nuit. Des phares balayèrent l'espace sous la porte et puis boum. La porte claqua d'un coup de pied. Frank Dawson entra en titubant, enveloppé de fumée, l'odeur d'alcool s'accrochant à ses vêtements. « Tiens, gloussa-t-il, regarde qui est là, le grand Reed, un manteau en cuir Cadillac et un dîner simple avec son ex-femme. » Jacob se leva lentement, d'une voix basse et posée. « Je suis venu voir mes enfants. Je n'ai pas besoin de votre accueil. » Frank haussa un sourcil, jeta un coup d'œil à Emma endormie et à Caleb caché derrière le rideau. « Tes enfants ? » Faux. Ils sont à moi maintenant. Je les élève depuis ta disparition et je les ai élevés en les affamant, en blessant le dos de Caleb. La pièce se figea. Frank s'approcha du visage de Jacob. « Écoute, tu es peut-être quelqu'un de spécial, mais c'est ma maison, ma femme, mes enfants, et tu n'es qu'un vieux morceau du passé. Sors avant que je m'assure que tu ne puisses plus jamais conduire ta précieuse voiture. » Evelyne, paniquée, se précipita entre eux, mais Frank la repoussa violemment. Elle s'effondra face contre terre sur le carrelage. Lily poussa un cri strident. Jacob attrapa Frank par le col et le repoussa. Sa voix était basse et tendue, un grognement venant du plus profond de sa poitrine, « Si jamais tu touches à elle ou à mes enfants à nouveau, je te jure que je ne te laisserai pas faire. » Frank se dégagea brusquement, les yeux injectés de rage. « Tu crois que tu vas les prendre ? Je ne te laisserai pas faire. Ce ne sont pas tes biens. » Jacob répondit fermement, « Ce sont des gens, et ils méritent mieux que ça. » Caleb s'avança du coin de la pièce. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais derrière eux brillait une lueur différente, non pas de la peur, mais de la supplication. Il tendit la main et prit celle de Jacob. « Papa, s'il te plaît, ne nous abandonne plus. » Un instant de silence. Même Evelyne ne pouvait plus bouger. Frank a crié, « Tu entends ? Ils ne t'ont pas choisi, tu les as abandonnés. » Evelyne releva la tête après des années de silence. « Ne parle pas à leur place. Tu n'as jamais su écouter. » Jacob se tourna vers elle. Pas de pression. Pas de supplication. Evelyne se pencha, enroula ses bras autour de Lily, puis prit la main de Caleb et souleva Emma avec son autre bras. « Nous partons. » Frank hurla derrière eux, brisant des tasses et jetant une chaise. Mais Jacob avait déjà fermé la porte. Dehors, l'air était devenu froid. À l'intérieur, pour la première fois depuis des années, ses enfants sentaient la chaleur grandir. La Cadillac noire s'éloigna de la maison délabrée. Evelyne ne se retourna pas, et Jacob non plus. Mais Caleb, le garçon qui craignait autrefois le noir, tourna la tête et, pour la première fois, sourit. Le bleu sur sa main était encore pâle et bleu, mais dans ses yeux brillait une première lueur d'espoir. Une légère bruine tombait depuis le petit matin. Evelyne séchait tranquillement les cheveux d'Emma dans leur petite chambre de location. Jacob se tenait sur la véranda, une tasse de café froid à la main. Son regard était lointain tandis qu'il observait les gouttes de pluie crépiter sur le toit en tôle. Ils vivaient ensemble depuis 2 jours sans dispute, sans tension mais sans véritable conversation non plus. Ce soir-là, après que Caleb et Emma se furent endormis, Jacob tira une chaise en face d'Evelyne dans la minuscule cuisine. La pièce était si silencieuse qu'on entendait le tic-tac de l'horloge. « Evelyne, dit-il d'une voix basse et feutrée, je ne comprends toujours pas. Pourquoi es-tu partie sans rien dire? Pourquoi n'as-tu pas dit un seul mot ?» Evelyne baissa les yeux sur ses mains. Au bout d'un moment, elle parla d'une voix douce comme un souffle. « J'ai laissé un mot 6 fois. » Jacob fronça les sourcils. 6 fois. Je t'écrivais à chaque fois que nous déménagions. Je t'écrivais quand Caleb avait de la fièvre, quand Emma était harcelée à l'école.
Je ne t'écrivais pas pour te demander quoi que ce soit, je voulais juste que tu saches que tes enfants étaient toujours en vie. Jacob secoua la tête, presque abasourdi. Je n'ai jamais reçu une seule lettre. Pas un mot, pas une trace. Evelyne esquissa un sourire triste. Je me suis dit que tu étais peut-être trop occupé, ou que j'étais juste une nuisance. Jacob se figea. Une image lui traversa l'esprit, Loretta, sa mère, toujours méfiante, toujours à l'affût, toujours ouverte à tout ce qui entrait dans la maison. Sans un mot, il se leva, attrapa son manteau et sortit comme s'il venait de recevoir un coup de poing en pleine poitrine. « Jacob, où vas-tu » Evelyne se précipita à sa poursuite. « Chez ma mère, dit-il. Je dois découvrir combien de choses elle a gardées et que j'aurais dû savoir depuis longtemps. » La maison de Loretta était exactement la même que la dernière fois que Jacob était parti. Il n'avait pas frappé, il était entré sans broncher. Sa mère était assise là, en train de raccommoder un rideau. Elle leva les yeux et haussa les sourcils. « Et maintenant ? As-tu reçu des lettres de moi, d'Evelyne, après son départ » demanda Jacob, allant droit au but. « Non, » répondit Loretta. « Pourquoi demandes-tu cela » Sans répondre, Jacob se rendit dans son ancienne chambre, celle avec l'armoire en bois fermée à clé depuis son adolescence. Il chercha quelques secondes, puis trouva une petite clé cachée derrière un cadre photo de famille sur une étagère. Il la glissa dans la serrure. Un léger clic, et les lettres tombèrent sur ses genoux. Les enveloppes étaient jaunies, leurs bords gondolés. Quelques-unes étaient tachées, l'encre floue, comme si elles avaient été manipulées avec des mains mouillées. Il s'assit et sortit la première lettre. « Et, je ne sais pas où tu es en ce moment, mais Caleb est tombé aujourd'hui, et Emma a demandé, pourquoi papa n'est-il pas venu à mon anniversaire ? Je ne t'en veux pas, j'ai juste peur que tu ne saches même pas qu'on existe encore. » Les larmes montèrent aux yeux de Jacob alors qu'il lisait la troisième lettre. « J'ai entendu dire que tu avais créé ta propre entreprise. Je suis content pour toi. J'espère qu'un jour tu pourras appeler les enfants. Ta voix leur manque terriblement. » Il saisit l'enveloppe puis leva les yeux vers sa mère, toujours immobile dans l'embrasure de la porte. « Tu as lu tout ça » demanda-t-il, sa voix suffisamment basse pour voler l'air. Loretta ne dit rien. « Pourquoi » insista Jacob. « Parce que je ne voulais pas que tu faiblisses » répondit-elle fermement. « J'ai vu combien il était difficile pour toi de recommencer après son départ. Je ne voulais pas que tu retombes dans ce pétrin. » Jacob eut un rire amer. « La femme qui m'a donné 2 enfants, qui a raccommodé tes chemises, qui a fait de la soupe quand tu avais mal au ventre, elle est vraiment dans un sale état. » Loretta hésita. « Tu ne comprends pas. J'étais jalouse. » « Jaloux » coupa Jacob. « Parce que je l'aimais plus que toi, n'est-ce pas ?» Loretta se tut, puis s'assit, les mains tremblantes. « Oui. J'étais jalouse, et j'avais tort. J'avais tort. » Jacob fourra toutes les lettres dans son sac avant de sortir. « Je ne t'aurai pas de ma vie, dit-il, mais à partir de maintenant, ce n'est plus à toi de décider qui en fait partie. » Alors que Jacob quittait la ruelle derrière la pension, Evelyne se tenait sur le porche, les bras autour d'elle. La pluie se mêlait aux larmes sur son visage. Elle ignorait ce qui venait de se passer, seulement que quelque chose du passé avait effleuré une blessure de Jacob qui n'était pas encore cicatrisée. Elle se retourna vers la maison, avec l'intention de s'allonger avec les enfants. Mais juste au moment où elle franchissait le seuil, une ombre lui barra le chemin. Franck. Il se tenait là, trempé, les yeux injectés de sang, sentant l'alcool. « J'ai entendu dire que Monsieur Reed était revenu » renifla Franck. « Tu croyais pouvoir m'échapper aussi facilement ?» Evelyne recula, serrant fermement la poignée de la porte. « Franck, je ne veux pas me battre. » « Se battre » ricana Franck. « Je n'ai même pas commencé, et tu as déjà peur. » Il entra, le sol était ruisselant d'eau de pluie qui coulait de ses chaussures boueuses. « Tu crois vraiment pouvoir filer avec mon fils, coucher avec un riche et dire que c'est fini ?» Evelyne se posta devant la porte de la chambre où dormaient les enfants. « Je ne me suis enfui avec personne. Tu as fendu la lèvre de Caleb, affamé Emma, saccagé la maison. J'en ai assez. » Franck laissa échapper un rire sec et rauque qui résonna comme de l'étain. « La fille a volé de la nourriture, toi, tu n'as fait que pleurer. Qui pourrait bien vivre dans cette maison sans bouteille ?» Evelyne le regarda droit dans les yeux pour la première fois, sans trembler. « Tu n'es plus l'homme en qui j'avais confiance. »
c'est de toi que mes enfants ont peur, pas sur qui ils peuvent compter. Franck leva la main comme pour la gifler, mais elle se figea en plein vol. Ne m'oblige pas à faire quelque chose que je regretterais, dit Evelyne d'une voix tremblante mais ferme. Tu crois que juste parce que tu as Jacob maintenant, tu es paré? Je paie le loyer de cette maison, ces enfants portent mon nom, et j'ai appelé un avocat. Tu n'as aucun droit ici. Franck se figea. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à qui que ce soit dans cette maison, jura Evelyne en s'avançant. Derrière elle, la porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. Caleb et Emma jetèrent un coup d'œil. Caleb s'approcha de sa mère, se tenant devant elle, protecteur. Ses yeux étaient rouges, mais la peur avait disparu. Oncle Jacob revient, dit-il. Tu ne nous toucheras plus jamais. Franck regarda le garçon comme s'il voulait l'avaler tout entier. Puis il marmonna une série de jurons, frappa violemment le chambranle de la porte et sortit. La porte claqua. Les genoux d'Evelyne cédèrent et elle s'effondra sur le sol froid, serrant ses deux enfants contre elle. Des heures plus tard, Jacob revint, trempé de la tête aux pieds, un lourd sac serré à la main. Il ne dit rien, le déposa simplement sur la table. À l'intérieur se trouvait un vieux tableau, une liasse de lettres défraîchies et la clé du tiroir, perdue depuis longtemps, que Loretta avait cachée pendant tant d'années. Tu avais raison, dit-il en expirant doucement. Tu as laissé un signe. Evelyne ne dit rien. Son regard, las de ces saisons de pluie incessantes, croisa le sien comme si un rayon de soleil avait enfin percé le ciel gris. Jacob s'assit près d'elle et lui prit la main. Elle était froide, mais ne tremblait plus. Je suis désolé, murmura-t-il. Et cette fois, je ne laisserai personne m'en empêcher. Un mois plus tard, la vie reprenait son cours, brique après brique, instant après instant. Une brise de début avril soufflait à travers les vitres polies de leur maison de 2 étages fraîchement repeinte, couleur crème. Sur la large véranda, une balançoire en bois se balançait doucement, encadrée par un treillage de bougainvilliers en pleine floraison. Une pelouse soigneusement tondue, composée de jeunes pousses vertes, s'étendait en contrebas. Personne n'aurait cru que cette maison avait été abandonnée, jusqu'à ce que Jacob Rid y emménage, rénovant chaque recoin en 3 semaines éclairs. Jour après jour, la maison s'emplissait de nouveaux sons, le léger bourdonnement des crayons grattant sur le papier, le bourdonnement des enfants lisant à voix haute, le léger cliquetis des baguettes au dîner. Jacob tournait le dos à la salle de réunion, cédant ses fonctions de cadre supérieur au PDG de Denver afin de pouvoir travailler à distance. Chaque matin, il préparait du café pour Evelyne, conduisait Caleb à l'école et installait la petite Lily sur ses genoux pour lui raconter des contes de fées. L'après-midi, il disparaissait dans le bureau baigné de soleil, dont les murs étaient ornés de photos de familles fraîchement imprimées. Evelyne se surprit elle-même. Elle avait cru qu'un homme habitué aux appartements en attique et aux réunions d'actionnaires ne pourrait jamais se contenter d'une petite table en bois dans une cuisine de campagne, à couper des légumes et à interroger Caleb sur ses devoirs. Pourtant, il était là, jour après jour, sa présence aussi constante que le tic-tac de l'horloge. Et Evelyne aussi changeait. Elle s'inscrivit à un cours du soir de comptabilité au centre communautaire, maîtrisant la saisie de données, la comptabilité et les bases de la gestion. Le professeur loua sa rapidité fulgurante en calcul mental et sa discipline inébranlable. À la fin du cours, l'entreprise de meubles locale de Jacob a annoncé un poste de comptable. « Je souhaite postuler seul », lui a dit Evelyne d'un ton ferme. « Non pas parce que je suis ta femme, mais parce que je suis une mère qui a besoin que ses enfants la voient voler de ses propres ailes. » Pendant ce temps, l'avocat Francis Burns, que Jacob avait fait venir de la ville par avion, montait le dossier. Il rassembla le dossier médical de Caleb, des notes d'enseignants détaillant les signes de maltraitance, des témoignages de voisins, et même des photos des bleus sur les bras d'Emma. Les preuves étaient irréfutables. Face aux menaces et à la violence de Franck, Francis rétorqua « Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux. Vous serez exclus définitivement. » Le juge a agi rapidement, la garde complète a été accordée à Evelyne, une ordonnance de protection permanente contre Franck, toute violation déclenchant des poursuites pénales, et une clause supplémentaire pour protéger la vie privée des enfants de toute intrusion future. Le passé exorcisé, la maison devint un sanctuaire. Un beau matin, Jacob emmena Caleb et Emma en ville acheter des fournitures scolaires. Ils choisirent des bureaux robustes, des cahiers impeccables et un paquet de 24 crayons de couleur. Caleb, impatient et spontané, ajouta un ensemble de livres de mathématiques avancés à sa pile. Emma choisit un stylo plume délicat surmonté d'un capuchon en forme de rose, comme les marguerites sauvages qui lui manquaient chez elle.
Jacob paya sans marchander, il savait que ce n'était pas de simples fournitures, mais des billets pour une enfance intacte. Ce soir-là, Caleb était perché près de la fenêtre du deuxième étage tandis que Jacob lisait à voix haute. Au début, le garçon acquiesça simplement, puis sa petite voix résonna chaque lettre, P-A-D, M-A-I-E-U-R, la main de Jacob se posa doucement sur l'épaule de son fils. « Je t'aime aussi, mon fils, dit-il. » Evelyn, debout dans le couloir, porta une main à ses lèvres. Pour la première fois, elle vit Caleb sourire sans détourner le regard. Samedi soir, la famille s'est réunie autour de la table sous une lumière dorée. Emma a raconté des anecdotes de son cours d'art, et Caleb a récité un poème qu'il avait écrit. Le jour où tu es rentré à la maison était le jour où mon estomac n'avait pas faim. Le jour où je n'ai pas eu à protéger ma petite sœur. Le jour où notre maison s'est remplie de rire. Et la nuit, le vent ne hantait plus mes rêves. Les larmes emplirent les yeux d'Evelyn. Jacob se détourna, feignant de siroter son eau, puis fouilla dans sa poche de poitrine. Il déplia un croquis soigneusement plié, son projet pour le salon de lecture d'Evelyn, une niche douillette près de la fenêtre, une lampe de bureau, des étagères débordant de livres et le fauteuil ivoire dont elle avait tant rêvé. Je m'en souvenais, dit-il doucement. Je l'avais remarqué il y a longtemps. Je ne savais juste pas comment te le montrer, jusqu'à maintenant. Cette nuit-là, Emma grimpa sur les genoux de Jacob dans le fauteuil à bascule et lui mit un dessin dans la main, une maison brillamment éclairée avec 3 adultes et 3 enfants se tenant la main. « Papa, c'est ma maison, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Jacob la souleva doucement. « Oui, ma chérie. C'est ta maison, et je serai là tous les jours. » Emma ferma les yeux et s'endormit dans ses bras, tandis que les rires résonnaient dans les pièces qui ne connaissaient autrefois que les ombres et le silence. En novembre, les feuilles d'érable étaient tombées, recouvrant le jardin d'une teinte ambrée. La maison couleur crème, désormais réchauffée par le soleil de l'après-midi, se dressait fièrement. C'était aujourd'hui le 35e anniversaire d'Evelyn. Dans la cuisine, ses mains portaient une fine couche de farine après avoir étalé la pâte à tarte aux pommes. Le dîner de ce soir était simple, un ragoût de bœuf épicé, du pain beurré et une salade croquante, pourtant, la chaleur de l'air était profonde, comme si la maison elle-même célébrait la joie silencieuse qui l'habitait. Jacob, vêtu de sa chemise grise et de son col roulé, ajustait les chaises autour de la table. Les jours de fête, il insistait pour placer chaque détail lui-même, une promesse silencieuse, « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Caleb, maintenant presque aussi grand que sa mère, portait le plateau de nourriture avec un calme absolu. Emma, les joues rouges d'excitation, jeta un coup d'œil dans le coin, un mot plié caché derrière son dos. La petite Lily s'occupait d'un ruban jaune noué autour d'un ours en peluche, son cadeau pour sa mère. Une étiquette disait « À maman, que tu sois toujours aussi belle que le soleil. » Tandis que les fourches planaient et que les cœurs s'épanouissaient, la famille comprit, c'était plus qu'une maison. C'était une forteresse bâtie sur l'amour, la présence et une promesse inébranlable. Aucune tempête ne pouvait les atteindre ici. Lily leva les yeux. Caleb s'éclaircit la gorge, sa voix tremblant légèrement, comme s'il marchait sur un pont étroit, mais il tint bon. « Le jour où tu es rentré, papa, commença-t-il, c'est le jour où la faim a quitté cette maison. On a eu des rires, l'odeur du pain chaud, quelqu'un qui lisait un livre, quelqu'un qui écoutait vraiment. Je pensais que le bonheur appartenait aux autres, mais aujourd'hui, il est là, à cette table. » Son regard se leva, croisant celui de Jacob un bref instant de douceur avant de retomber. Personne n'applaudit au nul besoin. Jacob prit sa serviette, non pas précipitamment, mais avec la dignité tranquille d'un homme qui retient quelque chose. Evelyn ne dit rien, sa main glissa sous la table et trouva celle de Jacob dehors. Dehors, le vent soufflait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, le silence régnait, non pas le silence du vide, mais ce silence profond qu'on ressent lorsqu'une parole sincère a été dite, et que personne ne veut la briser pour l'instant. Evelyn se détourna, essayant de cacher ses larmes. Sa voix était chargée d'émotion. « Merci, ma chérie. Merci à tous. » Emma n'en pouvait plus. Elle déplia un dessin et le montra à tout le monde. « Je l'ai fait pour toi, maman. C'est un souvenir de notre pique-nique, papa lassant les chaussures de Caleb, toi me lisant un livre et Lily endormie sur la veste de papa. » Evelyn fixa l'image, figée un instant, puis rit à travers ses larmes. Elle serra Emma et le dessin comme si elle tenait un morceau de sa vie délicatement recousu par la main d'un enfant. En silence, Jacob se leva et prit le croquis encadré. Il l'accrocha au-dessus de la cheminée, à l'endroit même qui était resté vide depuis leur emménagement.
Evelyne le regarda d'une voix à peine murmurée, « J'ai accroché beaucoup de choses dans ma vie, des espoirs, des chagrins, mais c'est la première fois que j'accroche quelque chose qui me fait croire que tout ira bien. » Jacob ne dit rien. Il s'approcha simplement et se plaça à côté d'elle, les yeux fixés sur le dessin. « J'ai fait un long chemin pour le retrouver. » Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Caleb courut ouvrir et trouva un gros bouquet de marguerites de la Saint-Michel, soigneusement enveloppé dans du vieux papier journal. Il n'y avait personne, seulement un petit mot glissé parmi les fleurs. « J'avais tort, mais je ne veux perdre personne d'autre. Loretta. » Evelyne tenait la carte, la main légèrement tremblante, mais ses yeux n'exprimaient plus la colère d'autrefois. Elle pensa, renvoyer quelque chose demande du courage, et parfois, pardonner est une forme de liberté. Plus tard, le bourdonnement du lave-vaisselle emplit la cuisine silencieuse. Jacob essuya le plan de travail d'un geste régulier et familier, une légère odeur de liquide vaisselle flottant dans l'air chaud. Derrière lui, une cuillère tinta dans une tasse tandis qu'il versait du miel dans le thé d'Evelyne et le posait à côté d'elle sans un mot. Evelyne se blottit dans un coin du canapé, les jambes repliées sous une couverture tricotée dont le fil était déjà raccommodé. Lily était allongée sur ses genoux, son petit corps se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Un bras posé sur le genou de sa mère, les yeux papillonnants ni tout à fait endormis, ni tout à fait réveillés ou rassurés par la certitude que le monde pouvait encore attendre. La main d'Evelyne caressait doucement les cheveux de Lily, des caresses lentes et distraites. Elle ne pensait à rien d'urgent, juste au poids de la tête de sa fille, à l'odeur subtile de camomille et de linge propre qui régnait dans le salon, au léger craquement du bois lorsque Jacob contourna la table. Il jeta un coup d'œil. Elle croisa son regard. Rien ne fut dit, mais dans ce regard se lisait la reconnaissance discrète d'une longue journée terminée au pas parfaite, mais suffisante. Jacob rinça le torchon et le suspendit près de l'évier, puis éteignit la lumière de la cuisine, ne laissant apparaître que la chaude lueur ambrée de la lampe dans le coin. Il traversa la pièce et s'assit à l'autre bout du canapé, suffisamment près pour que leurs genoux se touchent. Pendant un moment, personne ne bougea, et dans le silence de cette soirée ordinaire, une douceur les unissait tous comme un fil difficile à rompre. Emma travaillait sur un nouveau dessin, une maison avec un drapeau, des guirlandes de Noël et un ciel étoilé. Caleb était assis près de la cheminée, lisant, les flammes dansant sur les pages de son livre. Evelyne jeta un coup d'œil autour d'elle. Pas de discours, pas de gâteau raffiné, pas de cadeaux coûteux, juste de la présence, de la confiance et le sentiment d'être aimé, sans condition. Il n'y a pas eu de demande en mariage, pas de robe de mariée blanche, pas de fin de conte de fées. Juste une maison avec une cheminée, des cadres au mur et des gens qui s'attendaient à l'heure du dîner. L'histoire de Jacob, Evelyne et leurs enfants ne se résumait pas à un simple retour à la normale. C'était un doux rappel de l'importance d'être présent, d'aimer profondément et de faire le bon choix, même dans les plus difficiles. Qui que vous soyez, un père autrefois absent, une mère autrefois blessée, ou un enfant autrefois accablé de chagrin, vous méritez une seconde chance et un amour entier. Et vous? Avez-vous déjà vu une famille brisée se réunir? Que signifie pour vous la maison, cet endroit où votre cœur aspire toujours à retourner, quelle que soit la violence des tempêtes? Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un tout petit peu, laissez un commentaire et partagez vos impressions. Je lis sincèrement chacun de vos mots, car parfois, un simple message peut réchauffer une journée entière. Et au fait, l'air a été terriblement sec ces derniers temps. Si vous regardez ceci seul, pourquoi ne pas vous offrir un verre de lait chaud? Votre corps a besoin de soins, et votre âme aussi.